Et retour sur le plateau de prolongation, deuxième partie. Raphaël Caillou, Le Mani, bonsoir. Bonsoir. Et Michel Poirier, V8 Mag, bonsoir à vous. Bonsoir. V8 Mag, c'est cette semaine d'ailleurs. Mercredi soir, à 20h. Et on va revenir, vous reviendrez également sur un des temps forts, hein, c'est la fête de la CO, on en parlera dans quelques minutes. Mais auparavant, deux autres temps forts, outre les 24 heures karting qui avait lieu donc ce week-end. C'était le triathlon international du Mans, qui a été remporté ce dimanche par Toumi de Gamme. Il était déjà vainqueur l'an passé. Le triathlète angevin a mis 1h57 minutes et 5 secondes pour effectuer les 1500 mètres de natation, 40 km de vélo, 10 km de course à pied. Arnaud Barré, lui, a fini deuxième avec 2 minutes et 40 secondes de retard. Et Romain Elias s'est octroyé la troisième place. On va écouter à l'arrivée les réactions de Toumi de Gamme et d'Arnaud Barré, réactions recueillies par Amoun Chamsoudine. Des premiers en natation, je suis revenu assez vite à vélo, et ce qui m'a permis de mettre une attaque au 5e kilomètre. Et j'ai réussi à faire un trou, et ensuite je l'ai creusé, et une fois que j'étais plus à vue de mes concurrents, j'ai pu réaccélérer et maintenir une cadence assez élevée pour poser avec 1 minute 30 d'avance, je pense, avant l'entame du 10 km. Je conserve mon titre, donc je suis satisfait. Là, samedi dernier, j'étais au triathlon de Noître, qui est dans ma région, où j'ai fait deuxième, donc j'ai perdu mon titre à domicile. Donc c'est vrai que j'avais à cœur de pouvoir renouer avec la victoire aujourd'hui. Voilà, c'est la troisième fois que je gagne ici. Je suis très content, bien sûr, et puis ça me permet de jauger mes forces pour l'Ironman que je vais faire le 12 juillet en Allemagne à Roth. Donc la forme est là, pas de blessure, la motivation est là, donc je suis motivé pour dimanche prochain. En natation, j'ai suivi le groupe, et puis après en vélo aussi, c'était très groupé, il y avait vraiment beaucoup de densité, mais c'est bien, ça m'a tiré vers l'avant. Je pose le vélo quatrième avec Thibaut et Clément. Cadeau, et j'ai réussi à Toumi de Gamme, on joue pas dans la même cour, mais après j'ai fait une bonne course à pied, j'ai bien tenu sur les 10 km, et je suis content de finir deuxième. Vraiment, c'était mon objectif, donc très content. Chez les femmes, la victoire est revenue à Amandine Baudin de Laval Triathlon, 2h17 minutes et 29 secondes. Une victoire assez facile, hein, puisque sa dauphine a compté plus de 5 minutes de retard. On écoute Amandine Baudin. Une belle course en natation, je sors première de l'eau. Je savais que j'avais de la concurrence quand même sur le parcours, sur le triathlon, donc j'ai essayé de partir première. La natation, c'est ma spé, je suis nageuse à la base. Donc voilà, après j'ai vu qu'il y avait 2-3 concurrentes qui étaient juste derrière moi quand même en natation, donc j'ai essayé d'accélérer un petit peu à la fin pour bien me placer en vélo. Après en vélo, je sais que j'ai un bon entraînement derrière, donc voilà, j'ai fait du mieux que je pouvais, c'est passé. J'ai réussi à reprendre de l'avance sur mes concurrentes. Puis après en course à pied, le premier tour, j'ai essayé de gérer. Parce qu'avec la chaleur, je sais que le parcours dans les bois est un petit peu difficile, donc premier tour j'ai essayé de gérer. Deuxième tour j'ai essayé de relancer, puis voilà, j'avais fini avec pas mal d'avance, donc voilà, ça fait plaisir. Et puis c'est une revanche personnelle sur l'année dernière, où j'avais fini 4e l'année dernière. Donc voilà, c'était une belle course et je suis super contente. Et je vous propose à présent d'écouter le bilan dressé par l'organisateur et président de MAT 72, il s'agit de Thierry Foucault. C'est toujours difficile de la part d'un organisateur de dire que le bilan est positif, mais apparemment, oui, il y a satisfaction déjà au niveau du nombre de concurrents, le côté sportif aussi. Bon, on peut regretter éventuellement que Toumi de Gamme, qui gagne largement, facilement aujourd'hui, n'ait pas eu plus d'adversité. Mais bon, c'est le sport, il est très fort, c'est quelqu'un qui connaît le haut niveau. Donc je pense que ça reflète un petit peu aussi le niveau du triathlon du Mans. Donc derrière, il y a des concurrents, justement des outsiders qui étaient un peu plus loin en deçà, mais par contre on a vu une très belle course des féminines avec Amandine Baudin qui a été au MAT 72, et on regrette un petit peu son départ pour des raisons professionnelles, mais malgré tout c'est une belle sportive qui a énormément progressé, notamment en course à pied, elle a rien lâché, et c'était une belle course je pense. Et puis le bilan du week-end, moins de concurrence sur l'épreuve je dirais phare du dimanche après-midi, et par contre en contrepartie peut-être plus de concurrence sur les autres épreuves. Donc en fait on est sur un bilan global du week-end positif, oui tout à fait.
Autre actualité sportive du week-end, la venue de l'équipe de France de cyclisme sur piste sur le vélodrome Léon Bollée au Mans. Une équipe de France de sprint qui a assuré comme chaque année le spectacle, mais qui n'a malheureusement pas attiré la foule des grands jours ce samedi. La faute sans doute à une trop forte chaleur. Parmi les têtes d'affiche, il y avait pourtant François Pervy, le Mayennais, triple champion du monde, victorieux au général samedi, ou encore Quentin Lafargue, vainqueur lui du 200 mètres sprint. Je vous propose de les entendre. C'est pas une compétition internationale ici, mais c'est une compétition quand même, et le fait de gagner, voilà, ça donne un petit ascendant psychologique sur eux, même si tout le monde ne prend pas cette compétition comme un championnat du monde. Moi, j'estime qu'à chacune de mes sorties, il faut que je me donne à fond pour marquer les esprits, et puis même construire mon capital confiance à l'approche de la saison. Un très bon bilan pour moi, personnellement. Bon, ça a commencé un peu dans le dur, puisque je fais 5e du 200 mètres. Bon, ça c'était plus ou moins le point noir de la journée, mais je suis un vieux diesel, il me faut plusieurs sprints pour bien me débloquer, pour bien me mettre en jambes. Puis plus la journée avançait, mieux je me sentais. J'ai fait par la suite 3e de la vitesse individuelle, et je gagne les 2 manches de Kering, donc je finis en apothéose. Donc faut voir, mais je crois qu'au classement général, je dois pas être trop loin de la victoire. Donc si en plus de ça, je gagne le classement général des 2 épreuves, c'est une bonne chose. On s'attendait à beaucoup plus. Ici, on a déjà vu 2-3 000 personnes l'année des Jeux. Cette année, je pense que la canicule, elle a freiné beaucoup de monde, même s'il fait bon. Là, il y a un vent plutôt frais, hein, donc c'est agréable. Il n'a pas fait super chaud, il a fait une 30aine de degrés. Donc c'était largement raisonnable. Mais je pense que c'est en concurrence avec le Tour de France et puis avec les événements qui sont dans la région, là, dans la ville. Et puis ce week-end, c'était donc la fête de l'ACO sur le circuit Bugatti. Un événement couplé avec LM Story. Cette année, 25 000 spectateurs étaient présents durant le week-end. Selon les chiffres communiqués par l'Automobile Club de l'Ouest, de nombreuses expositions étaient organisées, dont une consacrée à Michel Vaillant. Michel, vous y êtes rendu au circuit Bugatti. Racontez-nous un petit peu l'ambiance. Il y avait plein d'activités, effectivement. Vous l'avez dit, Michel Vaillant avec Monsieur Graton qui signait, dédicaçait ses albums. Il y avait le cinéma aussi le soir, c'était assez marrant. Toutes les chaises alignées dans la ligne droite des stands et plein de public pour regarder en plein air le film de Michel Vaillant. Il y avait les stands Hock et Suzuki reconditionnés pour la course avec des dédicaces de Dominique Mélian. Louis Rossi était là également pour les 50 ans du Bugatti. Plein de choses, et puis donc en question compétition, donc on le voit sur les images du Maxi 1000, des Saloon Cars, du GT Tourisme, des motos aussi avec un Challenge Pro Twin qui va très vite, et puis le plus rapide c'était les Supercars 250 avec une vraie finale, et là c'est très impressionnant. On va parler basket à présent avec vous. Raphaël Caillou, le MSB a enregistré 3 départs importants. Antoine Eto'o, Charles Cahudi, Rodrigue Beaubois. 3 arrivées également. Là où Konaté, Gédéon Pitard et plus récemment Michael Gelabal. Une équipe du MSB que l'on voit petit à petit se dessiner finalement. Oui, ça avait commencé assez vite avec Konaté et Pitard. Après, il y a eu un petit moment de flottement dû à l'attente des décisions de Rodrigue Beaubois et Charles Cahudi. On sait que le MSB veut 6 joueurs formés localement, donc globalement, pour faire simple, 6 joueurs français pour la saison prochaine et 4 étrangers. Tout ça essentiellement pour éviter aussi tout ce qui est pépins physiques. On sait qu'il y avait eu des problèmes de blessures l'année dernière et quelques années auparavant. On se rappelle les histoires d'Antoine Dio, Alain Coffy à l'époque. Et donc c'est vrai que c'est difficile de trouver après dans l'année un joueur français pour remplacer, donc autant en avoir... ça permet d'avoir un joueur d'étranger au cas où en fusible. Ouais. donc le recrutement avance. Évidemment, le gros coup, c'est Michael Gelabal. Ouais. Parce que c'était quand même pas évident de se dire comment remplacer un départ de Charles Cahudi. Michael Gelabal, effectivement, c'est ce que le MSB pouvait pas espérer mieux. Je vois pas trop quel joueur français, en tout cas, pouvait remplacer... les liens internationaux. Et puis le MSB qui va jouer, donc c'est officiel, l'Eurocup. Voilà, à moins d'un énième rebondissement, c'est la guerre avec la FIBA et l'Eurocup, l'Euroleague. Maintenant le tirage est jeudi, donc là ça serait quand même vraiment énorme qu'ils sortent de la compétition pour passer dans une autre. Et donc oui, on saura jeudi les adversaires, normalement donc des poules de 6, donc 5 adversaires pour le MSB à la rentrée prochaine.
Allez Michel, on revient à vous les sports mécaniques, c'est-à-dire d'abord les 24 heures moto. On va faire cocorico parce que cette année il y a eu un triple manceau avec la victoire du CERF de Dominique Médian au EWC, la catégorie Rennes, la victoire du Junior Team de Damien Saunier en Superstock et la victoire de la métisse du GSC Moto de Stéphane Vernet en Open. Presque trop facile. Mais donc oui, effectivement, Suzuki a dominé la situation malgré une chute en début de course. En même temps d'ailleurs, presque en même temps que la Kawasaki qui fait deuxième, qui a chuté également, et puis les autres marques Rennes, BMW, Yamaha et Honda qui n'ont pas suivi, qui ont été mises au tapis. Autre 24 heures auto en juin dernier. Beau doublé de Porsche devant Audi, Toyota légèrement à la traîne et puis Nissan, on va dire un véritable fiasco. Bah oui, c'est un petit peu dommage effectivement que Nissan annonce monts et merveilles si on peut dire, et puis qu'on voit en pleine déroute finalement, c'est pas très flatteur je trouve. Bon par contre, super victoire de Porsche, ça nous... Enfin, on a la même joie que lorsque Peugeot avait détrôné Audi. Ça change un peu. Ça change un peu. Donc, Porsche, on sait que c'est un concurrent redoutable. Ils ont plein de victoires à leur actif. Ils sont les recordmen des victoires. Et donc, ils ont renouvelé. C'est très bien. Allez Raphaël, le foot. On va commencer avec le Mans FC. Tiens donc, nouvel entraîneur Richard Désiré qui vient d'Avranches. Il succède à Alexandre Clément. Départ de Simon Pondemé, d'Arnaud Lisamba et d'Eli Boudzoumou. Parmi les nouveaux joueurs, on va signaler Samuel Allegro, Vincent Le Baron qui vient lui de Vitré, mais qui a évolué en Ligue 2 avec le Stade Lavallois entre 2011 et 2013. Oui, puis un attaquant rwandais aussi, mais je ne voulais peut-être pas citer pour éviter de donner le nom, qui est compliqué. On dira son prénom, Elias, je crois, d'ailleurs ce sera peut-être ce qui sera marqué sur le maillot. Je vais me lancer Osamu Kunda. Voilà, très bien. Non, ben voilà, un recrutement qui a commencé, donc, et puis évidemment avec ce changement d'entraîneur, Richard Désiré, qui paradoxalement n'a jamais coaché en CFA2, mais par contre a fait des très belles choses aux étages supérieurs, puisqu'il avait fait monter et Avranches de CFA national, et au début de sa carrière d'entraîneur, Raon l'étape également de CFA en national, avec des équipes qui n'avaient pas des budgets énormes. Il en a fait des belles histoires, y compris en Coupe de France. On sait qu'Avranches avait sorti Lorient l'année dernière. Donc voilà, donc un meneur d'hommes, c'est peut-être ce qu'avait besoin le Mans FC pour viser ouvertement, clairement cette fois-ci, la montée en CFA. Et puis on prépare vraiment l'avenir, puisqu'Arnaud Cormier a été nommé responsable de la formation et de la pré-formation, c'est-à-dire qu'il va avoir en charge tous les jeunes jusqu'au U17. Oui, voilà, c'est le retour d'Arnaud. On sait que voilà, quand le club était en milieu professionnel, on sait que la renommée du Mans en termes de formation, ça a toujours été quelque chose d'important. Donc voilà. Et on peut rappeler qu'Arnaud a été l'entraîneur qui a affiché la seule ligne au palmarès du Mans FC, c'est la Gambardella. La Gambardella, tout à fait. Donc voilà, un habitué de la formation, donc c'est très bien. On passe au Sablé FC. Là également, ça bouge énormément. Avec tout d'abord un ancien du Mans FC qui devient, lui, responsable de la formation là-bas, c'est Jérôme Drouin. Drouin, voilà, tout à fait. Pareil, Sablé qui va repartir avec des ambitions. On sait que l'année a été un petit peu bizarre. Ça avait bien commencé, ça s'est terminé dans les difficultés. Il a fallu se maintenir. Voilà. Mais c'est une poule très serrée. Oui, mais c'est sûr. Et on l'a vu d'ailleurs dans celle du Mans aussi. Il suffit d'une mauvaise série ou d'une bonne série et vous passez de la 12e à la 3e place. Donc ça peut aller très très vite. Donc voilà, Sablé qui repart avec plein de bonnes intentions et là aussi, ça va être intéressant de suivre ça. Les deux, vraiment, ces deux formations il se passe toujours quelque chose depuis qu'elles sont en CFA2. D'ailleurs, le Sablé FC a enregistré 5 nouveaux joueurs. On va citer Quentin Rouget, qui a été formé à Rennes, qui a évolué en Ligue 2 avec Guingamp, 5 matchs entre 2012 et 2013. Il est allé ensuite à Vannes, équipe de nationale, et Pontivy, équipe de CFA2. Là aussi, on pourrait dire pour le Sablé, c'est une bonne pioche. Oui, maintenant, il va falloir voir sur le terrain, évidemment. Mais oui, il y a des bonnes recrues, il y a des choses intéressantes. Et comme vous l'avez dit, c'est vrai qu'on sait que c'est des championnats CFA2, c'est vraiment très particulier. Il y a des équipes qui sont là depuis des années, qui stagnent dans CFA2. On sait très bien qu'elles ne monteront jamais, mais qui sont des adeptes de ce niveau-là. Et tous les week-ends, c'est des matchs où il faut vraiment y aller à fond, quoi. Parce que ça peut vraiment varier d'un coup à l'autre. Donc, ces recrues-là, aussi bien pour Sablé que pour Le Mans, ça peut être bénéfique. Voilà pour le point sur le mercato en basket et en foot. Messieurs, je vais vous demander maintenant les 3 images fortes que vous gardez de cette saison 2014-2015. Michel, tout d'abord.
On va se répéter un petit peu, parce que je vais rester dans le sport mécanique, si vous voulez. La victoire de Porsche, pour préciser qu'il y avait quand même 3 pilotes qui n'avaient pas une grande expérience du Mans. Ils venaient pour la première fois, et un pilote de F1, donc vraiment des pilotes de vitesse. Ça, c'est quand même assez impressionnant. Bon, la victoire Suzuki, on l'a dit au 24 heures Junior Team notamment, parce que c'est quand même une équipe qui est super, c'est un lycée quand même, qui fait courir les pilotes et qui fait travailler des mécaniciens étudiants. Et puis en troisième, je vais toujours rester en la moto, parce que c'est Louis Rossi. Bon, il n'a pas gagné cette année encore, j'espère pour lui, mais c'est quand même un des seuls Sartois en championnat du monde, et dans une catégorie qui ne pardonne pas, parce qu'en sport automobile, on peut mettre des gens qui conduisent bien, avec une super voiture, ils peuvent aller très vite. En moto, il faut être un super pilote, sinon on tombe, et là on se fait mal, et ça ne peut pas marcher. Ce sont des vrais pilotes. Vous aussi, Raphaël, vous avez choisi une image concernant les 24 heures auto. Oui, c'était à l'arrivée, ou peu de temps avant l'arrivée d'ailleurs. C'est le fair play du docteur Ulrich qui est allé saluer dans les stands à quelques minutes. Voilà, il savait que c'était joué, qu'il savait la victoire de Porsche. Voilà, ça démontre, on en avait parlé dans l'émission qui avait été consacrée justement juste après les 24. Voilà, tout le fair play qui en général, auto comme moto, règne autour de l'endurance, parce qu'on sait que c'est tellement difficile, c'est tellement compliqué que voilà, il y a un vrai respect entre les équipes en général, et voilà, ça c'était une image forte. Autre image concernant, je crois, un play-off de basket. Oui, c'est vrai que concernant le basket, on peut retenir ça, que la saison était compliquée. À un moment, on s'est demandé si le MSB, pour la première fois depuis 18 ans, n'allait pas aller en play-off. Finalement, si, et donc ce quart de finale, notamment contre Villeurbanne, parce qu'il y a eu un peu de tout, ça a été serré, il y a eu des retournements de situation, donc un petit peu à l'image de la saison du MSB. Mais ça s'est terminé sur une bonne note, cette belle là, Antares qui était comble, alors que dans l'année, c'est vrai que le public avait été un petit peu aigri de ce qui s'était passé. Donc là, même si après la demi-finale, il n'y a pas eu vraiment photo contre Strasbourg, même si les premiers matchs en Alsace ont été serrés. Mais voilà, c'était une belle image pour, heureusement, sur une bonne note quand même, parce qu'on a eu peur un peu cette saison. Et puis la dernière image, bon, ça va presque de circonstances, on va parler cyclisme. Oui, c'était sur le circuit de la Sarthe, Pays de la Loire, qui termine vraiment dans une très belle déjà fête populaire au Lude. Très beau tracé de la dernière étape avec des passages, vraiment un circuit final qui était très 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 bien fait. Et puis une victoire de Navardoskas qui réalise le doublé, parce qu'il avait gagné déjà l'année dernière, pour 1 seconde. Un vrai suspense parce que ça s'est joué sur les bonifs au fur et à mesure des tours. Vraiment, ça a mis, je crois, 10 minutes avant qu'on puisse valider. Voilà, parce que tout le monde était dans les calculs, vraiment, mais une belle victoire. Et puis il faut signaler, comme on est dans le Tour de France là, qui vient de démarrer, qu'il y a quand même 21 coureurs qui étaient au circuit cycliste Pays de la Loire au mois d'avril et qui sont sur les routes du Tour. Donc c'est bien la preuve que la renommée de cette épreuve sartoise. En tout cas ligérienne. Alors moi, mes 3 images, ou plutôt 2, vous allez voir. Tout d'abord, ça a été une colère qui s'est produite à Antares, vous en souvenez sans doute, Raphaël. La colère de Jean-Denis Choulet, l'entraîneur de Chalon-sur-Saône, c'était après la défaite de son équipe, donc au Mans, en mai dernier. C'est monté petit à petit, et puis d'un coup, ça explose. En ce moment, j'ai 2-3 peintres en bâtiment qui sont en train de me saccager quelque chose, et je ne suis pas d'accord avec ça. Ça fait longtemps où on dira que Choulet, ça fait longtemps qu'il n'a pas gueulé comme ça en conférence de presse, mais là, ça commence à monter. Si je dois faire avec des espoirs à la fin de saison, je ferai avec des espoirs. Parce que ceux qui m'ont montré ce soir, c'est eux qui ont envie que le club aille en play-off. C'est pas les autres qui ont envie. J'en ai marre de tout ça, quoi. J'en ai marre. Et c'est quand même un petit extrait, ça durait 5 minutes. Ah oui, c'était... D'ailleurs, ce qui était marrant à la fin, c'est qu'il a demandé si on avait d'autres questions. Évidemment, personne n'en avait. Oh, n'osez pas. Tout le monde était un froid. Voilà. Et puis, pas facile également, la vie de gardien et de gardienne de football. Un petit bêtisier grâce à nos gardiens du Sablé FC et puis là, du Mans FC féminin. C'est terrible quand ça arrive. C'est dur ce que vous faites. Ah oui. Voilà, ça c'était pour le Mans FC. Et puis pour Sablé, là c'est pire. Hop là, par-dessus. On le sait, le gardien, il lui faut des mains, et pourtant, regardez ce qu'il fait avec son pied plutôt. Voilà, on est plus dans le bêtisier là, finalement. Exactement, voilà. On va conclure cette deuxième partie, on se retrouve dans un instant, à tout de suite.